Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 168. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à la question de la signature d'un auteur. Alors avant d'aller plus loin dans le détail, on peut se demander mais qu'est-ce qu'on entend exactement par une signature d'auteur ? En fait, c'est assez compliqué à définir parce que ça repose sur une impression la plupart du temps et pas sur une liste de choses qu'il faudrait mettre en place à tous les coups, et si on les coche, eh bien on a une signature et qui serait assez facilement définissable. Et je le dis assez souvent, chaque auteur est absolument singulier et très originaux, et en plus tu peux changer complètement de façon de voir les choses d'un roman à l'autre, et la façon dont tu écris un roman n'est pas forcément cette façon-là ou la même façon dont tu vas écrire le suivant, et ainsi de suite. Et je sais qu'en plus il y a pas mal d'auteurs qui aiment se réinventer à chaque roman en sautant d'un genre à l'autre. Je pense que je fais partie de ces auteurs qui ont un peu la bougeotte, quand bien même moi j'ai un style et une plume assez connotés, et du coup j'arrive assez peu. J'essaye, mais j'arrive assez peu à travestir complètement mon style pour en essayer un autre, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré chez certains auteurs, et je suis pas du tout en train de dire que c'est ce qu'il faut faire forcément, mais par contre ce qui est important, c'est, je pense, de se poser la question de ce qu'est une signature d'auteur, parce que cette question-là va en amener une autre qui, à mon avis, est essentielle dans la carrière d'un auteur, c'est quel type d'auteur je suis ? Quel auteur je suis ? Et cette question-là, je pense que si on ne peut apporter une réponse dès le premier roman, tout de suite, etc., je pense que c'est une question qui est très utile pour l'auteur pour travailler sa narration, pour travailler son art, pour évoluer et pour affirmer ses goûts, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et surtout son engagement. Et donc je pense que c'est important, sans dire d'être obsédé par la réponse à cette question, mais je pense que c'est important de conserver cette question dans un petit coin de sa tête et de temps en temps l'ouvrir et débattre avec soi-même et essayer d'y apporter une réponse, quand bien même la réponse ne viendrait pas. Mais le processus de raisonnement et de tenter de trouver une réponse est, à mon avis, intéressant pour les auteurs. En fait, quand on parle de signature, c'est un petit peu ce qui fait que le lecteur, et quand je dis lecteur, c'est lecteur et éditeur évidemment, reconnaît immédiatement vos histoires. C'est immédiatement que cette histoire-là, ce style-là, cette plume-là, c'est du Lucie Castel, cette plume-là, c'est du Chatham, c'est du Granger, c'est du Harlan Coben, c'est du King, voilà, et c'est tout ce que tu peux être évidemment, hein, parce que tu le portes en toi, ta signature en réalité, même si tu n'en as pas conscience. Mais cette signature-là, c'est l'ensemble de tout un tas de principes comme les thèmes qui te sont chers, comme la manière dont tu envisages les rapports entre les différents personnages, la manière dont tu construis tes phrases, la manière dont tu utilises le vocabulaire, ton vocabulaire qui t'est propre, parce que le vocabulaire que tu as acquis, c'est celui qui s'est amoncelé dans ton cerveau des années durant, depuis que tu as commencé à lire quand tu étais tout petit, qu'on t'a raconté des histoires, que tu as écouté des séries, des répliques de cinéma, etc., etc. Bref, tu t'es créé ton propre vocabulaire qui n'appartient qu'à toi, pour le coup, et ça, tu peux difficilement le changer, tu peux évidemment l'améliorer, l'enrichir, tout ce que tu veux, mais il y a un certain schéma répétitif dans la construction de tes phrases qui vient avec la manière dont tu réfléchis et de la manière dont tu penses. Et la manière dont tu penses et dont tu réfléchis est ta signature, parce que personne d'autre ne réfléchit comme toi, en fait. Il n'y a pas deux individus, deux êtres humains, qui réfléchissent et fonctionnent de la même façon, qui ont strictement les mêmes schémas de comportement et les mêmes schémas de pensée. Donc la façon dont toi, tu vas t'approprier le vocabulaire, dont tu vas t'en servir, et l'ordre dans lequel tu mets tes mots, c'est complètement propre, en fait. Et il arrive parfois que la manière dont tu agences les mots, dont tu utilises le vocabulaire, dont tu mets en scène certains thèmes qui sont un peu récurrents, parce qu'en réalité, chaque auteur est hanté par un certain nombre de thèmes qui lui sont propres, et au contraire, des thèmes qu'il se refuse à aborder pour tout un tas de raisons.
eh bien ça, au bout d'un moment, ça crée une espèce de constellation complètement immatérielle qui est de l'ordre de l'intellect et qui fait que lorsqu'on plonge dans une histoire, eh bien on reconnaît qu'il s'agit de Stephen King, qu'il s'agit d'Harlan Coben, qu'il s'agit de Maxime Chatham, etc., etc. Alors pourquoi je cite ces auteurs? C'est pas parce que ce sont des auteurs qui sont connus et que donc seuls les auteurs hyper connus et hyper médiatisés ont la signature, pas du tout. Je te cite ces auteurs parce que je veux être sûre que tu vois de quoi je parle, et il y a plus de chances que si tu m'écoutes, tu aies lu au moins une fois Stephen King, au moins une fois Harlan Coben, ou au moins tu sais de quoi ça parle. Donc c'est la raison pour laquelle je cite des noms les plus connus, mais je cite aussi ces noms-là parce que ce sont des auteurs qui ont des dizaines et des dizaines de livres derrière eux. Parce que lorsqu'on parle d'une signature, on ne parle jamais d'une signature après un seul roman. On arrive à comprendre comment l'auteur fonctionne, narrativement parlant, comment il utilise tel ou tel vocabulaire, quels sont les mots qui sont récurrents chez lui, parce que ce sont des mots importants, quelles sont les constructions de phrases, les thèmes qui sont abordés, ou parfois même carrément les intrigues, la manière dont l'intrigue se déroule. Ça, on s'en rend compte, et on en a l'intuition et l'analyse qu'au bout de plusieurs romans. Raison pour laquelle je te cite des romanciers qui ont une longue carrière derrière eux, parce que, encore une fois, pour pouvoir parler de signature, il faut qu'on puisse juger sur plusieurs romans. Et du coup, cette signature-là, c'est ça, c'est l'ADN de l'auteur qui fait que cet auteur-là, lorsqu'il va écrire de la fantaisie, il va l'écrire à sa manière. Lorsqu'il va écrire une romance, il va l'écrire à sa manière. Lorsqu'il va écrire une dystopie, ce sera aussi à sa manière, etc., etc. Je vais te citer des réalisateurs parce que là, ça va être encore plus parlant puisque au cinéma, c'est visuel. Donc on voit tout de suite de quoi on parle. Je vais évidemment te citer Tim Burton. Tim Burton, on sait qu'il a une signature. Sa signature, inutile de trop en voir, c'est sa façon de systématiquement détourner ce qui est laid, horrible, effrayant, et de lui insuffler une sorte de mignonitude, une sorte de poésie qui serait une poésie baroque, désenchantée, et qui est propre à Tim Burton. Ajoute à cela une photographie très froide, le panel de couleurs de Tim Burton, c'est blanc et noir, quasiment, avec très peu de touches de couleurs, et une rythmique de la mise en scène un peu singulière, une façon de monter le film avec un dynamisme et un rythme un petit peu singulier. Évidemment, il y en a d'autres. Je vais te citer l'exemple de Michael Mann, qui est mon réalisateur préféré. Et lui, il a une façon très singulière de raconter ses histoires. Visuellement, c'est toujours encore un panel de couleurs soit très froid, soit au contraire très lourd, très chaud. Et il a une façon de filmer la nuit moite, lourde, épaisse, les nuits du sud, les nuits chargées, c'est très baroque, c'est très riche. La manière dont il filme, c'est très lent. Il y a un côté très hypnotique dans le cinéma de Michael Mann et qui est tout à fait sa plume. Mais évidemment, on pourrait citer Scorsese, on pourrait citer bien sûr d'autres réalisateurs, mais voilà, je te cite ceux dont la photographie, la signature est la plus importante, évidemment. Il y a d'ailleurs à ce propos sur TikTok une tendance très intéressante qui était de reprendre les visuels d'un cinéaste très très connu dont j'ai mangé le nom, mais tu le retrouveras assez facilement. Du coup, et qui a une colorimétrie très vive, très contrastée, avec du orange, du rouge, du vert, et alors tous les personnages sont photographiés avec des tenues comme ça très très acidulées, etc. Et il a une façon de filmer et de se faire succéder les scènes très particulières, un peu abruptes, et il manie l'absurde de façon très très rigolote, avec une ambiance sonore aussi très très singulière. Et alors du coup, l'avantage c'était que tout le monde se mettait à se prendre en photo et dans son quotidien avec la patte, avec la signature de ce cinéaste. Et spontanément, ce qui était incroyable, c'était que spontanément, tout le monde le faisait de manière très juste en fait. Et donc ça voulait bien dire que toutes les personnes, et il y avait des personnes très connues comme des personnes absolument pas connues sur TikTok, et bien tout le monde avait bien compris quelle était la signature de ce cinéaste. Et donc comme quoi les gens, les lecteurs, les spectateurs, etc. ont cette impression, cette imagerie qui leur vient et qui fait qu'ils comprennent assez facilement telle ou telle signature de tel ou tel cinéaste ou de tel ou tel auteur. Alors ils seraient pas forcément en capacité d'expliquer d'où vient exactement cette signature-là, mais ils en ont cette conscience-là. Donc c'est dans ce sens-là que je te dis que la signature a quelque chose de très volatile,
et de très immatériel, de très sensoriel en fait, qui fait qu'on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, quand on parle de King, quand on parle d'Alan Coben ou quand on parle de Michael Mann, on voit tout de suite à quoi ça fait référence. Et du coup, la question c'est, d'accord, mais est-ce que cette signature d'auteur, c'est pas quelque chose dont l'auteur n'a pas conscience, qui existe un peu et qui se crée hors de lui, et qui ferait que ce sont des personnes extérieures à lui, à son univers, qui lui diraient, bah voilà, toi typiquement ta signature c'est ça, ça et ça, comme si l'auteur était dans l'incapacité de s'analyser lui-même, d'analyser son art et de comprendre ce qui fait sa signature, et que finalement, seuls les lecteurs, seuls les spectateurs, etc., seraient en capacité de le juger, de correctement analyser la production de l'auteur, et de lui dire, bah oui, toi, très clairement, ta signature, c'est ça. Alors, oui, c'est vrai que les personnes extérieures à nous-mêmes sont les plus à même à nous analyser, à nous décortiquer et à intellectualiser ce qu'on fait, ça c'est certain, parce qu'ils ont un œil extérieur, parce qu'ils sont pas du tout dans l'acte de création littéraire ou cinématographique, hein, donc ils ont le recul nécessaire pour décortiquer à loisir tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, etc., etc. Donc bien entendu qu'ils sont beaucoup plus à même de comprendre ce qui fait notre signature que nous, mais ça ne veut quand même pas dire qu'un auteur n'est pas en capacité de faire sa propre analyse et de finir par savoir ce qui le hante, quelles sont les thématiques qui sont récurrentes parce que ces thématiques ont du sens pour l'auteur, quelle est la façon dont l'auteur aime introduire ses personnages, est-ce qu'il n'a pas des figures archétypales qui sont récurrentes chez lui parce que ça l'obsède, est-ce qu'il n'a pas une manière singulière de mettre en scène l'amour, de mettre en scène la trahison, la haine, est-ce qu'il n'y a pas des thématiques qui sont récurrentes. Bref, c'est quelque chose dont je pense que l'auteur est capable, mais au bout d'un certain temps. Et la question c'est, est-ce que c'est intéressant de travailler sa signature ? Ben moi je dirais que oui. Parce que je suis toujours avec cet adage, ce mantra qui est hyper important pour moi, et qui est « trouve qui tu es, et quand ce sera fait, fais-le exprès ». Moi, cet adage m'avait vraiment toujours vraiment fortement impacté et impressionné, et je trouve que c'est très vrai, particulièrement pour les artistes. Je pense que c'est important à un moment de faire un pas de côté, au bout de quelques œuvres, et de se demander qu'est-ce qui nous hante, qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant qu'auteurs. Et une fois qu'on a trouvé ça, de continuer à creuser ça, à travailler ça, parce que c'est ce qui fait notre essence. Et que du coup, c'est important, je pense, au bout d'un moment, de se demander quel auteur j'ai envie d'être en fait, quel auteur je suis. Et une fois que j'ai trouvé quel auteur j'étais, faire avec, parce que des fois ça nous plaît, puis des fois ça nous plaît pas, et de se dire ok, c'est mon identité, c'est ma signature, et donc je vais travailler cette signature-là, parce que si c'est la mienne, c'est qu'elle raconte quelque chose de moi en fait. Ça vient peut-être de mon enfance, ça vient certainement des gens que j'ai rencontrés, des expériences que j'ai eues, des drames que j'ai vécus, des joies que j'ai vécues et qui me sont complètement propres et qui font que je suis un auteur unique. Et tout ça rejaillit dans mon écriture et signe quelque chose. Et je pense que c'est important de se poser cette question-là. Alors peut-être qu'on le trouve jamais, peut-être qu'on n'arrive jamais à définir quelle est notre propre signature et c'est pas grave, mais je pense que c'est important de se poser la question et de se dire quel auteur je suis, et une fois qu'on a réussi à trouver quel type d'auteur on est, de faire exprès de l'être. Et de travailler ça, de s'interroger sur pourquoi ça nous hante, ça, pourquoi c'est cette signature-là. Et je pense qu'on gagne à se rencontrer. Et c'est important, et je glisse sur quelque chose que je dis assez souvent quand je rencontre des jeunes auteurs, c'est important de se rencontrer, en fait, de se laisser ce moment où on se regarde dans une glace et on se dit ok, quel type d'auteur je suis en fait ? Quel auteur je suis ? D'apprendre à se connaître en tant qu'auteur, de se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'aime écrire ? Qu'est-ce que je déteste écrire ? Qu'est-ce qui me touche quand j'écris ? Qu'est-ce qui me hante ? Qu'est-ce que j'ai besoin d'exorciser dans mon écriture ? Pourquoi j'ai besoin d'exorciser ça ? Pourquoi ça me définit ? D'où est-ce que ça vient ? Et de se rencontrer. Parce qu'une fois qu'on se rencontre, on commence à connaître ses points forts, et on identifie ses points faibles. Et une fois qu'on a identifié ses points forts et identifié ses points faibles, on peut continuer de travailler sur ses points forts pour que ces points faibles soient de moins en moins apparents. Alors on ne les éradiquera jamais, parce qu'on ne sera jamais un auteur parfait, et mon Dieu qu'on ne soit jamais un auteur parfait,
c'est l'imperfection de l'auteur qui participe aussi de sa signature, très clairement, mais d'accentuer ses points forts, de savoir pourquoi on a ces points forts-là et d'où viennent ces points forts. Et donc c'est la raison pour laquelle j'encourage toujours les jeunes auteurs à se rencontrer, parce qu'en se rencontrant, ils définissent leur signature. Alors comment est-ce qu'on se rencontre ? Comment est-ce qu'on découvre sa signature ? D'abord, on ne le fait jamais au premier roman. C'est-à-dire que tout ce que je suis en train de te raconter là, vraiment, quand tu auras fini d'écouter ce podcast, ne te torture pas l'esprit en te demandant « Oh là là, mais il faut absolument que je me trouve une signature, que je comprenne qui je suis, etc. etc. » Pas du tout. C'est vraiment pas la priorité quand tu démarres en tant qu'auteur. Moi, j'ai commencé à me poser cette question après mon 3e polar, donc ça faisait déjà 6 romans que j'avais écrits. Vraiment. Et là, j'ai commencé, parce que à force qu'on me le dise, à force qu'on me dise « Ah mais oui, mais on sait quand c'est du Lucie Cassel, on sait quand c'est du Rowan Miller, on reconnaît tout de suite, etc. » Et je comprenais pas en quoi est-ce qu'on me reconnaissait tout de suite. J'avais pas cette maturité et ce recul, et évidemment les lecteurs qui me le disaient n'étaient pas des analystes, donc ils étaient bien incapables de m'expliquer en quoi exactement j'avais une signature. Mais par contre, ils en étaient convaincus. Ils étaient convaincus que j'avais une signature, et ils étaient bien convaincus que quel que soit le texte qu'ils liraient, si ça venait de moi, ils seraient tout à fait capables de reconnaître mon écriture. Et donc, après le 6e roman, j'ai commencé à me poser cette question, et j'ai travaillé. Et très clairement, la réponse, elle n'est pas venue tout de suite. À chaque fois, je la laissais dans un coin de tête, et je la laissais mûrir, et j'y revenais régulièrement. Et moi, je t'encourage à y revenir régulièrement, de pas te mettre la pression, de pas culpabiliser parce que tu te dis « Mais moi, je pense que j'ai pas de signature. » Parce que c'est pas grave en fait. Tu peux être un auteur caméléon, tu peux être un auteur qui se réinvente à chacune de ses histoires, ou tu peux carrément être un auteur dont la plume s'efface complètement au profit de l'intrigue. Et que on ne retienne pas ta plume, mais qu'on retienne tes intrigues, ton message et tes personnages. C'est bien aussi, en fait. C'est tout à fait bien. Moi, je connais plein d'auteurs qui n'ont pas particulièrement de plume, mais par contre, ils ont une façon de dérouler l'intrigue de façon extraordinaire. Enfin voilà, c'est assez magique. Donc là encore, t'es pas obligé d'avoir une signature ou une plume connotée, absolument pas. Donc je suis pas du tout en train de te dire que c'est important, je suis juste en train de te dire que c'est important que tu te rencontres. Et quoi que tu rencontres, t'accueillir tel que tu es. Ne jamais te dire « Oh là là, j'aurais tellement aimé être ce genre d'auteur, j'aurais tellement aimé avoir ce type de plume, j'aurais tellement aimé pas du tout être là-dedans, parce que il faut que tu comprennes que c'est ta singularité et ton caractère unique qui fait que tu as quelque chose à donner au lecteur. Peu importe comment tu le donnes. Rien que ça, c'est déjà très bien. Et c'est pas parce qu'on te dit pas que t'as une plume qui se reconnaît, etc., que ça fait de toi un mauvais auteur. Pas du tout. C'est juste qu'à un moment, je pense qu'il faut que tu te rencontres et que tu accueilles l'auteur que tu es. Et une fois que tu as accueilli l'auteur que tu es, tu y vas à fond. Tu fais exprès d'être toi-même. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et je pense que ce qui aide aussi, au fur et à mesure que tu te mets à écrire des romans, c'est de te demander d'affiner tes goûts. En fait, de te demander ce que tu as aimé écrire dans ton roman et ce que tu as moins aimé écrire. On va pas se mentir, lorsque on écrit 3, 4, 5, 6, 10 romans, 15 romans, il y a des romans avec lesquels on a une connexion plus particulière. C'est important de se demander pourquoi, avec ce roman-là, ces romans-là, tu as une connexion particulière, alors que dans les autres, tu es très fier de l'avoir écrit, tu es très satisfait de l'avoir écrit, mais si on te demande quel est le roman qui est le plus important pour toi ou qui compte le plus, c'est pas cela que tu aurais cité pour tout un tas de raisons, et c'est important que tu connaisses ces raisons. Ensuite, je pense que c'est important que tu te poses aussi cette question quand tu lis des romans. Il y a des romans qui nous touchent plus que d'autres. Et je pense que, en tant qu'auteur, parce que le lecteur, lui, il n'a pas à se poser cette question-là, lui, il constate juste le fait que certains romans le touchent plus que d'autres. Mais quand tu lis un roman, tu n'es pas que lecteur, tu es aussi auteur et professionnel. Donc c'est important que tu te demandes pourquoi ce roman m'a particulièrement touché. Qu'est-ce qui, dans ce roman, me touche particulièrement ? Ou, au contraire, pourquoi est-ce que ce roman, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Typiquement, moi j'ai lu un roman dimanche, dimanche d'une autrice très très connue, qui écrit très très bien, alors technique narrative impeccable, vraiment absolument une grande maîtrise de la narration, et je suis très pénible là-dessus, vraiment, moi je suis une architecte et une technicienne de l'écriture, donc j'ai un regard très critique là-dessus.
Donc parfait, mais moi j'ai pas du tout été embarquée dans l'histoire. Vraiment, je l'ai terminée au forceps, du coup, parce que j'ai pas adhéré au personnage, j'ai pas adhéré à l'histoire, ça m'a pas du tout emporté. C'est remarquablement bien écrit. Je comprends pourquoi ces romans touchent autant de monde, je comprends la hype autour de cette autrice, vraiment, parce que c'est impeccable. Mais moi j'ai pas du tout été touchée par la narration, par les personnages, rien du tout. Et je sais pourquoi. Je sais pourquoi moi, j'ai pas été du tout touchée par cette histoire-là. Et je le sais parce que je me connais et parce que je me suis posé des questions et que je sais ce que j'aime dans un roman en termes de technique narrative, en termes de plumes, en termes de... et ce que j'aime en termes de construction d'intrigue et de construction de personnages. Donc je sais quand un bouquin va me plaire et quand un bouquin ne me plaît pas. Et il est quand même rare que je lise des bouquins qui soient mauvais, quand même, ils sont tous très bons, c'est juste que ils ne collent pas à ma sensibilité. Donc je n'entre pas dedans, ils sont très bons, donc je comprends la hype, mais voilà. Et je pense que c'est important que tu t'interroges et que quand tu fermes un roman, que tu te dises pas juste « j'ai pas aimé », ou pire, ce qu'il ne faut absolument jamais que tu te dises « c'est nul », parce que non, aucun roman n'est nul, en fait, vraiment. Quand il est publié, j'entends évidemment, quand il n'est pas publié, on peut avoir un roman qui manque de maturité, qui n'a pas les bases narratives, etc. Mais quand un roman est publié, quand la maison d'édition fait correctement le travail, on a un roman de qualité professionnelle. Donc c'est juste que ce roman ne t'a pas touché. Et donc c'est important que tu te demandes pourquoi il t'a pas touché en fait, pourquoi tu l'as trouvé, pourquoi il t'a hérissé le poil, pourquoi vraiment tu l'as trouvé pas bon, pourquoi... Voilà, et il faut que tu te poses la question. Parce que ça va t'aider à affiner ton goût, et ton goût rejaillit dans ta manière d'écrire. Parce qu'en réalité, t'écris les histoires que t'aimerais lire. On écrit tous des histoires qu'on aimerait lire, heureusement d'ailleurs, parce que si on écrit des mauvaises histoires ou des histoires qui ne nous plairaient pas, alors là, il y a d'autres questions qu'il faut qu'on se pose très clairement. Et puis, je pense que c'est important au bout d'un moment, alors ça, si tu suis mes masterclass, si tu as l'habitude d'écouter ces podcasts, tu sais que je pense que la base du travail d'un auteur et qui explique et qui fait le tri entre un excellent roman et un roman très clairement qui manque un peu d'envergure, c'est l'intention littéraire. C'est pourquoi j'ai eu envie d'écrire cette histoire comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qui m'a poussée à écrire cette histoire de cette façon et qui m'est si importante en fait, qui fait que mes tripes sont dedans, que ça a du sens, etc. Et ça, c'est ce que j'appelle l'intention littéraire, l'engagement littéraire. Si tu ne sais pas pourquoi tu écris ton histoire, alors il y a quelque chose qui te manque. Et il y a quelque chose qui manquera à ton roman. Donc tu dois te poser cette question-là, très sincèrement. Qu'est-ce que tu as envie d'écrire ? Et parfois, c'est des choses très simples. C'est juste transmettre du bon au lecteur, transmettre de bonnes vibes, du feel good, le rendre heureux, rendre simplement heureux le lecteur, le faire rire. Très clairement, moi, c'est ce que j'ai voulu faire dans Pas si simple. C'est ce que j'ai voulu faire avec mes feel good. Quand j'écris ces feel good, mon intention, c'est que le lecteur coupe avec son quotidien, avec la dureté du quotidien, et pendant le temps de la lecture, se sentent bien, se sentent heureux, rient, soient émus. Voilà, c'est ça que je veux faire uniquement. Je révolutionne rien par-dessus, mais c'est ce que je veux transmettre avec ces romans. Quand j'écris des polars, j'ai une autre type d'intention. Quand j'ai écrit Toutes les vies d'Alice, une littérature blanche, j'avais évidemment une autre intention littéraire. Et donc c'est important que tu t'interroges et que tu te demandes pourquoi j'écris cette histoire comme ça. Qu'est-ce que je poursuis comme objectif, comme but en écrivant cette histoire comme ça. Et petit à petit, à force de te poser cette question, tu vas te rencontrer en tant qu'auteur. Et c'est important que tu saches quel auteur tu es, et une fois que tu sauras quel auteur tu es, fais exprès d'être cet auteur. Voilà, j'espère que tu auras apprécié ce podcast, et je te dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.